on trouvait intéressant, avec Michel et Félix, de plutôt s'attarder sur la question du montage des projets culturels et en parler dans leur complexité, mettre en avant un peu la complexité de ce montage. Et pourquoi ? Parce que, effectivement, quand on commence à regarder la construction d'un projet, le minimum est de 5 ans, mais de temps en temps, ça nécessite 15, 20 ans avant que vraiment un projet soit lancé. Il y a des raisons pour ça. On sait qu'il y a, entre les différentes décisions, entre les différents montages, entre les différentes coordinations, entre les différentes volontés aussi, il n'y a pas toujours la bonne entente, mais il y a de temps en temps de très bonnes ententes, ce qui fait que des projets des plus complexes arrivent à sortir, des projets des plus simples piétinent. Et donc on pensait que c'était intéressant. On sait que ce sont des projets éminemment politiques, comme disait Félix d'ailleurs à un moment donné. Et c'est intéressant d'analyser à travers des exemples bien représentatifs cette complexité et ces points d'interrogation du pourquoi des choses marchent et des choses ne marchent pas. Et pour ça, en fait, la première chose d'ailleurs, quand on travaillait sur le parcours de Michel Kergosian, la question que je lui avais posée, qu'est-ce qui ressort vraiment de ces 20 ans au ministère de la Culture, parce que avant les présentations, je le dis déjà, elle m'avait répondu, c'est le temps long de toute décision, tout projet. Donc le temps long pour les décisions, bien sûr, mais aussi pour la réflexion. Donc c'est toujours intéressant de savoir que le temps long n'est pas uniquement un frein, mais, comme disait aussi Félix à un moment donné, c'est le temps de la réflexion et de trouver soit le bon site, soit le bon programme, soit plein de choses en fait derrière ça. Donc on a décidé de travailler, de vous présenter en fait à travers 3 catégories des projets qui sont répondus, des projets qui n'ont pas répondu. La première, c'est les projets justement où il y a une volonté politique, un peu qui étaient au départ les grands projets d'État. Et on voit bien que déjà derrière certains projets, le fait qu'il y ait une continuité a fait que le projet a pu sortir et qui sont, encore une fois, pas sortir comme ça, parce qu'on a bien vu en tant qu'AEMO, en tant qu'État, en tant que maîtrise d'ouvrage, il y a plein de choses, en fait, plein de combinaisons qu'il a fallu mettre en place. Deuxième catégorie, c'est quand il y a eu aussi une volonté artistique présente sur le terrain qui s'est battue et qui se bat toujours, parce que vu les exemples qu'on va donner, justement, qui se bat toujours pour avoir un lieu, et peut-être derrière la volonté politique ne passe pas, ou d'autres nœuds font que finalement le projet ne sort pas alors que tous les éléments sont là. La troisième chose, c'est que finalement il y a des projets, de toutes les façons il faut qu'ils sortent, parce qu'il y a réellement un impératif, c'est de sécurité. Et ça va être aussi peut-être le projet, les impératifs de sécurité vont être aussi peut-être ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est-à-dire que sous le fait qu'il y a, à un moment donné, il faut prendre maintenant une décision rapide, d'autres projets ou des réflexions peuvent être lancées à ce niveau-là. Alors, je voulais commencer juste par une citation de Peter Brook qui disait, en fait, le théâtre et l'architecture, ça ne va pas ensemble, parce que c'est 2 rythmes différents, c'est la question des rythmes naturels qui ne sont pas les mêmes. Et l'architecture travaille dans la durée, alors que justement le théâtre travaille dans l'urgence. Et du coup, la question du temps est différente. Et le temps qu'un metteur en scène pense à un projet d'architecture, à un projet de lieu de théâtre qui lui correspond, les 20 ans qui vont passer, il est déjà passé à autre chose. Donc et ça, on le remarque en fait justement à travers tous les exemples qu'on va donner. Alors, pour ça, je sais bien que ces 2 personnages qui ne sont pas à présenter, mais n'empêche, je vais le faire. Donc Michel Kergosian, architecte scénographe, et qui, tu as commencé déjà par créer ta propre agence d'architecture et de scénographie, mais on te connaît surtout pour ton rôle dans le ministère de la Culture. Au départ à la DMTTS, puis qui est devenue après la DGCA, où tu étais chef de mission du conseil architectural.
Et puis Félix Lefebvre, architecte de formation. J'aime bien parce qu'il dit architecte de formation, tu n'aimes pas qu'on te dise architecte. Je ne suis pas diplômé. Ah oui, ah d'accord. Architecte de formation, scénographe. J'ai vécu à une époque où on n'avait pas besoin de passer des diplômes. C'est ça. Et qui a été directeur technique des plus grandes institutions. On commence par les Amandiers de Nanterre, auprès de, je ne sais pas, Chéreau, mais on ne va pas tous les faire parce que sinon, les 1 heure, ça va être un peu court. Et puis, non, mais on peut parler aussi directeur technique de Aix-en-Provence, en fait, des arts lyriques, des grands théâtres, du festival des arts lyriques d'Aix-en-Provence. Et puis, non, maître d'usage, justement, on va en parler. Et puis en 2007, avec Patrick Marijon, tu as créé la Canjou, qui est une agence de scénographie. Et pas que, justement, de AMO. Donc en fait, beaucoup aussi sous ton rôle d'AMO, parce que tu as beaucoup travaillé justement sur des projets. Et ce dialogue entre vous deux, qui a été beaucoup... vous êtes retrouvés sur beaucoup de projets qui vont être intéressants d'en parler. Donc, moi, je propose qu'on va commencer justement par les premiers... par les premiers projets, on peut dire, où il y avait une volonté politique. On avait parlé un peu des opérations qui étaient intéressantes. Et notamment, Michel, tu insistais beaucoup pour justement la scène nationale d'Albi, où là, justement, il y avait la volonté d'un maire pour dynamiser l'ensemble de la ville et qui, en fait, a permis aussi à l'élaboration et la construction, enfin, pas la construction, oui, à la construction et l'inauguration, parce qu'encore une fois, entre le projet et l'inauguration, et là-dessus, je vais citer Félix qui disait, en fait, à chaque étape, on remet en cause le projet, en fait, hein, à chaque étape de... Oui, je pense que c'est une des questions dont on peut parler au cours de l'après-midi, mais c'est qu'effectivement, il y a une espèce de parcours extrêmement risqué en permanence tout au long des 10 ans. Disons que la moyenne, c'est une dizaine d'années. À chaque étape, à chaque grande étape, il y a quand même le risque que le projet s'écroule, quoi. Et on a vu, on pourra en citer d'autres, des projets qui sont quand même allés loin, et puis qui se cassent la gueule à un dernier moment, quoi. Donc effectivement, en tout cas, rien n'est jamais gagné, ça c'est sûr. Jusqu'à la première pierre, peut-être un peu après, mais... Et encore que, oui. Quand tu vas à Bourges, finalement, c'est un an après. Hein. C'est ça. Donc, Michel, tu peux nous parler un petit peu justement de Albi, parce que c'est un projet que tu as bien suivi. Oui. Ce qui est intéressant dans ce projet d'Albi, en tous les cas, c'est effectivement la procédure. En fait, quand on disait comment un projet se fait ou se fait pas, je pense qu'en fait, Albi a eu la chance, à partir du moment où un maire est arrivé, etc., a eu la chance de cocher un certain nombre de cases qui ont fait que les planètes se sont bien alignées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu effectivement cette stabilité politique, hein, puisqu'en fait, le maire d'Albi est resté de 1996 à 2014. On sait très bien qu'en fait, quand il y a des changements de maire, c'est là où quelquefois les projets s'arrêtent ou changent, etc. Donc là, il y a eu cette stabilité. Il y a aussi eu le fait qu'en fait, la ville d'Albi attendait depuis très longtemps l'inscription de son centre historique au niveau de l'UNESCO. Hein, et donc, ils l'ont eu en 2010. Mais en amont de tout ça, il fallait absolument que la ville démontre qu'elle avait des projets en centre historique, inscription, des projets culturels intéressants, urbains, etc. Donc en fait, c'était aussi cette occasion, parce qu'en fait, la scène nationale d'Albi attendait depuis très longtemps d'être, en tous les cas, au moins restaurée, mais a eu l'ambition de ce projet-là. Et puis, donc effectivement, tout de suite, le maire a mis en place un planning qui a plus ou moins été respecté. C'est-à-dire qu'il avait dit, bon, de 2007, 2008, 2009, on fait le projet. En réalité, le programme a été réalisé en 2007. L'architecte a été retenu, c'était Dominique Perrault en 2009.
Et puis le chantier a commencé en 2011, et puis voilà, et ensuite l'ouverture de la salle était en 2014. Donc en fait, finalement, c'est à peu près 7 ans, ce qui est finalement, maintenant je me rends compte, une période très courte entre la décision de faire et le fait d'être fait. Et un troisième point qui a permis en tous les cas que ce projet se fasse, et effectivement, c'était les partenaires financiers. Il y a eu plusieurs partenaires financiers c'était l'Europe, l'État, le Conseil général. Ils étaient tous là, le comité d'agglo, la ville, etc. Donc en fait, qui ont été réunis régulièrement pour qu'effectivement, il y ait eu cet intérêt pour ce projet très vite par tout le monde. Et donc, tout le monde a œuvré pour que ce projet se fasse. Et je trouve que c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de rapidité. Mais je crois qu'effectivement, le fait que cette stabilité politique, d'une part, et puis le maire aimait beaucoup sa ville par ailleurs, hein, de 1996 à 2014, ça arrive peu. Hein, on citera après en fait le nombre de ministres qui a pu changer pour certains projets. On s'est retrouvé avec 6 ou 7 ministres différents entre le moment de la réflexion du projet et la fin du projet. La fin, plusieurs fins possibles. Fin parce que ça s'est ouvert ou fin parce que ça s'est arrêté. Donc voilà. Donc effectivement, je pense que ça fait partie des projets intéressants, enfin en termes d'exemple. Et il faut dire que c'était quand même 7 ans. Et ça a été finalement rapide. Mais on voit bien qu'il y a quand même plusieurs choses qui font que ça déclenche. Hein. C'est un des éléments. Tout à fait. C'est un peu comme la comédie de Saint-Étienne dont Félix, tu avais commencé par faire une programmation en 2008. Là aussi, c'est un projet en fait qui malgré plusieurs tentatives, en fait... C'est un peu l'inverse de ce que vient de dire Michel, en fait, hein, parce que c'est un projet qui a été long. Alors, à Albi, je ne peux pas en parler parce que je ne m'en suis pas du tout occupé, mais effectivement, à Saint-Étienne, c'est un projet qui a été long, avec beaucoup d'écueils et beaucoup d'étapes de remise en question. Donc, qui a été... pour aller dans le sens de la question que vous posiez, qui a quand même été très rapide. 10 ans, quand même. Entre le moment du premier... Très rapide, mais avec des écueils. Programmation 2008 et 2017. En fait, on a commencé avec un pré-programme à dire que le projet n'était pas réalisable. Oui. On a commencé à dire que le programme n'était pas réalisable sur la parcelle qui était proposée. D'abord la réhabilitation d'ailleurs en fait, hein, déjà. D'abord c'était la réhabilitation du... C'est ça, mais avec des ambitions. Oui. Donc voilà, en gros c'était qu'on ne pouvait pas mettre en corrélation les ambitions et la réhabilitation. Et ça il faut aussi, le courage du maître d'ouvrage ou de l'utilisateur ou de l'initiateur du projet, parce qu'on savait très bien en refusant... en faisant ces propositions au stade du pré-programme qu'on allait perdre du temps. Donc il faut aussi dire qu'on veut mieux, mais on va perdre, on ne sait pas, 1 an, 2 ans, on n'en sait rien. Et le risque, ce que je disais tout à l'heure, le risque que le projet s'arrête, quoi. Bon, tout s'est bien passé, etc. Donc effectivement, on a remis en question le programme, le site. Le maître d'ouvrage a mis en route des missions complémentaires pour rechercher des nouveaux sites, ce qui a été un petit peu compliqué. Et là, on arrive à une deuxième dimension, c'est que un nouveau directeur a été nommé aussi à ce moment-là à la Comédie de Saint-Étienne. Après qu'une décision de faire, comme il y a eu une décision quand même de faire, hein, l'État et la ville et puis se sont réunis pour décider effectivement de faire un des scénarios que vous aviez proposé, à savoir on démolit tout, mais en fait on garde le site, puisqu'en fait c'était quand même... mais t'as bien revu tes dossiers, toi. Non, mais moi, j'ai beaucoup de temps, moi, maintenant. Donc, en fait, je peux regarder. Mais effectivement, c'est ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, l'histoire de cette comédie, elle était indissociable au bâtiment. Vous avez pu le remarquer. Et d'ailleurs, dans votre dossier, c'était très clairement inscrit. Oui, mais ensuite, effectivement... Parmi tous les scénarios, il y avait un des scénarios en disant comme ça on reste sur le terrain, en fait on ne se prive pas au plein centre-ville, parce qu'en fait la ville, les élus de la ville étaient très attachés à ce positionnement, et donc en fait c'est dire on fait un remembrement de la parcelle et on refait tout, en fait on démolit tout et on refait.
Mais c'est vrai qu'après, la décision de faire a été prise juste avant l'arrivée peut-être l'arrivée d'Arnaud. Et après, effectivement, Arnaud... juste après, à mon avis. Mais... juste parce, après. parce que je Mais pense que Arnaud, l'arrivée d'Arnaud Meunier comme Ouais. nouveau directeur de la Comédie était décisive dans dans l'avancement, oui. dans l'avancement et je dirais, dans le regain d'une nouvelle énergie et d'un nouveau dynamisme pour le projet. Quoi. Oui, Parce tout à fait. qu'effectivement, au bout de quelques années, on commençait à être au bout de quelques années et quelques études qui s'empilaient, on commençait à avoir une espèce d'essoufflement. Et bon, on sait bien ce que c'est que des études qui s'empilent aussi. Ça veut raconter quand même souvent la volonté d'enterrer un projet. Hein. Pour enterrer un projet, le mieux c'est de faire des études. Hein. Ça c'est vrai, mais regarde, moi je regardais qu'en fait, quand la décision a été prise en 2009 par rapport à ce remembrement, j'ai gardé des dates. Hein. Oui. J'ai noté des dates. Hein. Donc il y a un démarrage de travaux qui était prévu en 2012 et c'est vrai qu'en 2011, quand Arnaud Meunier est arrivé, a proposé en fait ce site industriel en fait, hein, ou alors on changeait de maîtrise d'ouvrage parce qu'en fait là c'était une co-maîtrise d'ouvrage hein, dans ce nouveau site. Et en fait après le concours est lancé en 2011, Milou est retenu en 2012. Et puis, consultation des entreprises en 2014. Et puis, en fait, l'ouverture du bâtiment a été en 2017. Donc, en fait, entre 2007 et 2008, même, tu vois, 2008, Ouais. vous avez commencé le programme. Finalement, ça fait moins de 10 ans. Alors qu'il y a eu, effectivement, comme tu le dis, plusieurs scénarios, plusieurs projets, etc. Et je pense que dans ce cadre-là, en dehors effectivement de ce dynamisme et que quelquefois les directeurs, enfin effectivement les maîtres d'usage, les artistes et ça peuvent aider, là aussi en fait il y a un outil qu'on appelle contrat de projet État-région. Enfin, c'est peut-être un peu, mais peut-être certains le connaissent. Et c'est vrai qu'en fait, il y avait un contrat de projet État-région pour ce projet dès le départ. Ce qui fait qu'en fait, ce contrat de projet, en fait, c'est un contrat qui est entre l'État et la région pour donner des financements pour un projet. Donc, c'est inscrit dans un contrat de projet. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui a fait que ça a perduré, si tu veux. C'est-à-dire que les financements ont perduré. Et quelquefois, pour stabiliser un projet, c'est certainement la meilleure solution, en fait, de faire en sorte, en tous les cas en région, de faire en sorte que ce soit inscrit dans ce contrat de projet. Il y en a régulièrement, tous les 7 ans, enfin, c'est pour plusieurs années, d'accord. Et c'est vrai que, comme tu dis, si ça a été en dehors effectivement, de toutes ces analyses et ces diagnostics que vous avez fait, qui ont fait qu'on a abouti à ça aussi, hein, ben, en fait, c'est fait financièrement, l'autre partie, en fait, il y a la partie artistique, puis il y a la partie technique qui fait qu'en fait, ça puisse faire. Je pense que c'est une des... Oui, enfin, moi je pense que pour revenir à la question de l'intitulé de notre petite discussion, c'est que, évidemment, tu l'as dit, il y a une volonté politique qui doit s'exprimer, ça c'est clair. Il y a très souvent une volonté artistique qui doit ou en être à l'initiative, ou confirmer, ou faire avancer le bateau, ça c'est évident. Et puis il y a derrière, et c'est un peu ce que tu sous-tends là, la qualité de la maîtrise d'ouvrage, qui est un élément essentiel, et à la fois dans ses compétences techniques, c'est-à-dire que l'inscription à un contrat de plan État-région, si elle n'est pas faite parce qu'un maître d'ouvrage n'a pas jugé bon à un moment de le faire, bah, c'est planté, quoi. Ouais. Donc il faut faire les choses au bon moment. Ça, c'est des compétences techniques, quoi. Mais les compétences techniques, elles ne suffisent pas. Il faut aussi un vrai engagement, parce qu'un maître d'ouvrage très, très compétent sur le plan technique, mais qui n'a pas la volonté de faire avancer le projet, il n'avance pas. Donc à mon avis, c'est la conjonction de ces trois éléments qui font qu'on aboutit à des projets relativement efficaces et rapides, parce qu'on dit là 10 ans, mais donc 10 ans, on est finalement dans un schéma relativement rapide, même s'il y a quelques projets qui arrivent à se faufiler et qui arrivent à aller beaucoup plus vite. Je pense à un projet... Quel à projet ? Avignon, par exemple, la Fabrica. Ah oui, la Fabrica. Où oui. on a été, je dis nous parce que je m'associe à tout cet ensemble, mais la maîtrise d'œuvre qui est là peut aussi en témoigner. C'est un projet qui s'est fait, même depuis l'origine des projets jusqu'à l'ouverture, extrêmement rapidement. Quoi. C'était effectivement, ça a été rapide, mais ça a été rapide parce qu'en fait, là pour le coup, la maîtrise d'ouvrage, c'était la maîtrise d'usage, d'une part quand même, et qu'effectivement, si parce que il y avait un projet artistique assez fort, ça c'est une chose, et surtout qu'en fait, il y a eu la volonté de la part de cette maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage, de respecter
un coup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être un des seuls projets, mais que je donne toujours comme exemple d'ailleurs, qui a respecté il restait même un peu d'argent. À partir du moment où le programme a été fait, il y a eu un engagement des différents partenaires sur une somme. Et à l'issue de ça, à l'issue du projet, alors, quand on en a été, c'est exactement la même chose. Mais c'est le seul projet que je connaisse qui a respecté Mais à partir même du programme. pour venir quand même à ce qu'on disait avant, ce que tu dis, c'est-à-dire en gros la dernière phase avec Maria et Thierry que je vois là-bas, c'est passé quand même très rapidement, mais il y a eu quand même il y a eu quelques études préalables avant quand même, ce qui fait que l'ensemble du projet a dû quand même durer 7 ou 8 ans entre voilà, donc c'est quand même une durée finalement mais moyenne qu'il faut retenir, quoi. Oui, mais c'était parce qu'il il y avait d'autres enjeux en fait en même temps, si tu veux. Il y avait la collection Lambert, il y avait l'école qui devait aussi être. Il y avait d'autres moments de choses en même temps, mais c'est vrai que le fait que, je te dis, hein, le fait qu'il y ait vraiment un projet artistique fort sur ce, donc en fait avec une équipe artistique très très mobilisée, et aussi quand tu parles de maître d'ouvrage, je dirais que le maître d'ouvrage, c'était les financeurs, parce qu'ils n'étaient pas maîtres d'ouvrage, mais en tous les cas, la ville ne voulait pas être maître d'ouvrage, tant mieux. Mais par contre, dans ce cas-là, je dirais, mais par contre, il y avait quand même un pilotage qui avait été fait par le préfet, en fait, hein, de l'époque, et qui était un bon pilotage, en fait. Chaque fois qu'il y avait un problème, pof, il y avait une réunion. Ça aussi, c'est important, si tu veux, qu'en fait, parce qu'il y a effectivement toute la partie, mais malheureusement, les financements viennent en général, enfin, en tous les cas, sont publics. Et donc, il faut aussi faire adhérer cette partie, soit la ville, soit l'État, à cette... Mais ça, on est bien d'accord, c'est la qualité de la maîtrise d'ouvrage que de savoir faire ça, quoi. Exactement, Effectivement. tout à fait. Mais c'est justement, en fait, puisque tu te parles, on parle de la Fabrica et qui s'inscrivait aussi dans une espèce de volonté de plusieurs projets culturels à ce moment-là, c'est aussi l'exemple de Aix, dont on avait parlé, Aix-en-Provence, en fait, qui est une volonté, en fait, à un moment donné, toi-même tu dis, de lancer une succession de projets culturels, dont le Grand Théâtre de Provence, dont là, pour le coup, tu étais maîtrise d'usage. Hein. Tu n'étais pas maîtrise. Oui, bah Aix, c'est une histoire un peu incroyable parce que c'est effectivement, alors certainement c'est parti de constat d'une ville qui vivait sur un patrimoine artistique un peu usurpé, et, voilà, et il y a eu effectivement la volonté d'un maire de remettre à niveau les établissements et les institutions culturelles qui étaient installées à Aix. Et il y a eu une espèce de coup un peu de génie de nommer Angelin Prejlocage au centre chorégraphique alors qu'il était à Toulon dans une situation politique compliquée. Stéphane Lissner au Festival d'Aix, etc. Et là, c'est enchaîné. Tu cites le Grand Théâtre, mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, je dirais. Mais on a rénové le théâtre de l'Archevêché, on a rénové le théâtre du Jeu de Paume. On a construit le CCN, le centre chorégraphique, après le conservatoire, et le théâtre, et puis le conservatoire. Enfin, tout ça, ça s'est fait enfin, les premières discussions qu'on a eues avec le maire sur ça date des élections de 95, quoi. L'Archevêché s'est fait en 98 et le Grand Théâtre s'est ouvert en 2006. Voilà, tout ça, ça s'est fait en même pas 10 ans, quoi. C'est un peu hallucinant, quoi. Il y a eu des financements, là aussi, en fait. Les gens qui ont su aller chercher les financements, je pense. Oui, mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est, enfin, pour moi, alors évidemment, j'y étais et je peux en parler, mais c'est la conjonction de la volonté politique dont vous parliez tout à l'heure, parce qu'il y avait une vraie volonté politique qui a d'ailleurs été portée par deux maires successifs de couleurs non seulement différentes, mais radicalement différentes. Mais bon, donc il y a eu une continuité politique, ça c'est clair. Il y a eu une volonté artistique forte de Lissner, de Prejlocage et de tous les autres acteurs culturels. Et puis la qualité d'une maîtrise d'ouvrage, c'est ce que tu dis, et voilà, qui était là, qui a su faire avancer les dossiers, gérer les temporalités.
Et le fait et qu'il y c'est ait- la conjonction des trois. Si les trois pattes ne marchent pas ensemble, Et le fait qu'il y ait une rénovation nécessaire urbaine dans un quartier, est-ce que ça n'a pas joué aussi pour pouvoir inscrire un petit peu cette... non, à l'époque, je sais pas. oui, ça je sais pas, je peux pas répondre, je peux pas répondre. Ça n'a pas été non plus simple de construire ce théâtre en plein milieu d'un chantier urbain, quoi. Ouais. Donc euh, voilà, il y avait d'autres possibilités aussi. Je pense à ça pour des personnes qui sont dans la salle. Mais à l'époque, on avait une dizaine de sites possibles pour implanter le théâtre, donc Ouais. ça a été aussi un vrai choix, quoi. Ouais. Mais comme d'ailleurs pour Saint-Étienne, le fait qu'à un moment donné, le bon site soit choisi, c'est aussi un élément qui peut stabiliser un projet. Oui, alors je crois que ça c'était un choix politique Mm. parce que du coup c'était devenu c'était devenu quand même, ça devenait un symbole politique d'installer tous ces établissements culturels au cœur d'un nouveau quartier. Mm. Et on aurait pu choisir autre chose. Mais voilà, le choix politique s'est concrétisé par là, en disant on construit un nouveau quartier, on ne va pas construire que des habitations et un truc sans âme, on va poser tous les établissements culturels, on va les poser là, quoi. Donc en fait, ils sont tous Ils sont tous mitoyens. ensemble, Ils sont ouais, tous ouais, mitoyens, tout à fait, oui, tu c'est vois. ça, effectivement. Avec des architectures très Et- différentes par ailleurs. en Avec fait, des hein. architectures très différentes et Et une deux architectes. magnifique voie ferrée qui les sépare, Ouais. qu'on a un peu gommé. Alors là, on était dans des volontés politiques très présentes, mais si on peut parler des projets qui ont été abandonnés, parce que justement, il y avait une absence de volonté politique, hein, c'est ça qu'il faut dire. Bon, la plus connue et la plus actuelle, effectivement, c'est la Cité du Théâtre, puisque tous les deux, vous avez été très actifs dans le projet et qui vient d'être complètement et totalement Arrêté. arrêté. Mais en fait, je sais pas si c'est... enfin, Est-ce que c'est une absence de politique C'est pas ou pas autre une chose absence complètement de volonté politique, parce que comme je disais, il y a eu en fait quand même 2 présidents et 7 ministres. 7 ministres de la culture. Parce que ça paraissait évident que c'était des ministres de la culture qui ont... parce que le premier, ce que je disais tout à l'heure, en fait, la première note qui a été faite, c'était à Aurélie Filippetti. Sur ça s'appelait Promise Land dans un premier temps, en fait. Hein, en disant, ben voilà, en fait, les établissements, l'opéra, le conservatoire, enfin, c'était l'opéra, au départ, l'Odéon et la Comédie Française ont des problématiques qui ont été décrites, hein, que tout le monde connaît parce que ça a été dit plusieurs fois. Et donc, en fait, on pourrait, dans le cadre puisqu'en fait, ça fait des années que le maire du 17e nous demande de réhabiliter ces ateliers. C'est l'occasion de faire un projet intéressant. Et donc, la ministre avait donné son feu vert, et c'est à ce moment-là qu'on a lancé le programme, en fait. Hein. Et donc, puisque c'est Canjou qui a été sélectionné pour en parler plus dans le détail. Mais en fait, voilà. Et année après année, je trouve qu'en fait, la méthode de dialogue compétitif qui avait été choisie, c'était la bonne méthode. Il y a eu quand même un travail très important qui a été fait par Canjou, par Félix en tous les cas, auprès de chacun des établissements, et notamment au niveau de l'opéra, pour pouvoir retrouver, parce que ça n'a pas toujours été aussi simple, notamment avec l'opéra, ce qui est comme assez compliqué. Et à chaque fois, et puis je dirais qu'en fait, même Macron a été d'accord, en fait, hein, Éric Ruff ou Stéphane, ou même d'ailleurs Claire Lannes, en fait, était en lien direct avec la présidence, pas simplement avec le ministère. Et toujours, en fait, on disait oui, oui. Oui, en fait. Et en fait, tout le monde le défendait, en fait. Hein. Et puis après, ça dure trop longtemps, en fait. Ça fait 7 ministres. Ça fait Ouais, c'est donc, ce en que fait, Félix avait dit, 2013, ouais, c'est ça. nous sommes en 2023. C'est-à-dire qu'en fait, en 10 ans, pof, au bout de 10 ans, on dit on fait plus, quoi. C'est vrai que c'est un peu dommage parce que
parce qu'en réalité, il va bien falloir faire quelque chose de ce site, parce qu'il va bien falloir répondre aux problématiques de chacun de ces établissements, parce que... Alors pourquoi ça ne s'est pas fait? Il y a plein de raisons, en réalité. Hein. Voilà, on attaque quand même le dossier le plus complexe quand même. Oui, hein, c'est parce vrai. que Oui, mais bon, c'est- c'est quand même l'exemple de effectivement, Michel ce dit, qui marche c'est qui pouvait marcher, qui n'a pas, qui marche cette pas. ministre, mais quatre établissements, donc 4 directions. Oui, 4 directions. Enfin, moi, je redis ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut 3 pattes et je ne sais pas quelles sont les pattes qui n'ont pas marché, mais à mon avis, il n'y en a pas qu'une, quoi. Oui, non, mais c'est Hein, évident. voilà, Oui. donc, Mais quand même, en fait, je crois qu'à un moment donné, il y a eu. Je pense que le départ de Stéphane a été quand même a mis un coup au projet. Et puis ensuite, le fait que la ministre précédente, c'est-à-dire Roselyne Bachelot, décide d'arrêter le projet Bastille. En fait, après, ça mettait en danger. Enfin, effectivement, là, tu vois, tu as C'était un un jeu de bâtiment, cartes. C'était et un jeu puis, de cartes. pof, ça paraissait évident qu'après, le reste n'allait pas se faire. Mais c'est vrai Parce que c'est, que faut peut-être un peu expliquer, c'est-à-dire que pour Oui. pouvoir, pour que la cité du théâtre puisse Fonctionner, fonctionner, il fallait en amont faire un travail plus important sur oui, parce que sur Ouais, l'opéra, le l'opéra site- Bastille, sur le site de l'opéra Bastille. le site de Berthier était occupé par est toujours occupé d'ailleurs. l'opéra, toujours occupé, enfin occupé. Il y a des Et- toiles peintes. Enfin, occupé si, d'ailleurs. Non, il travaille, mais Il fait c'est des le- pontages et c'est rempotages. l'ancien atelier de l'opéra qui a été qui a cessé ses activités de construction à l'ouverture de l'Opéra Bastille, donc en 89. Donc effectivement, depuis, il y a une activité relativement réduite à Berthier, mais il y a une activité aussi de répétition. Et donc, il fallait de toute façon déjà, entre guillemets, recaser les activités de l'opéra qui se déroulaient à Berthier pour libérer la place, les recaser vraisemblablement, enfin ce qu'on essayait de faire, c'était de les recaser à l'Opéra Bastille, ce qu'on a Oui, réussi à faire. Et puis ensuite réinvestir les lieux avec la Comédie Française, l'Odéon et le Conservatoire. Donc il y avait ces 4 institutions qui devaient se mettre d'accord sur un programme, un calendrier, etc. Et c'est triste pour la Cité du Théâtre, mais c'est extrêmement triste aussi pour l'opéra, parce qu'en fait, Oui, c'est une véritable erreur historique. En 89, on arrête. ça, c'est Enfin, pas- avant 89, on arrête. Oui, c'est lié, en fait. La salle En 89, modulable. on arrête. Avant 89, on a arrêté. 86. 86, on arrête une partie du chantier de l'opéra, c'est-à-dire on supprime une partie des ateliers. C'est la raison pour laquelle ils sont restés d'ailleurs à Berthier, d'une part. Et ensuite, on arrête la salle modulable qui existe aujourd'hui, en fait, hein, avec ses foyers, etc. Enfin, qui existe, qui était en béton, etc., avec cage de scène, avec le monte-charge qui accédait, etc. On arrête tout ça. Et il y a eu après, parce qu'en fait, évidemment, des projets. Il y a même eu un projet de faire la FNAC ou le printemps de Paris dans ces lieux-là. Donc un jour, ça sera ça, d'ailleurs, peut-être. Mais c'est un peu dommage. Je dirais qu'en fait, c'était aussi l'occasion, je dirais, de revenir, en fait, de réparer cette erreur historique. C'est-à-dire de dire, bon, ben voilà, on a un théâtre, il y a ces ascenseurs qui sont d'ailleurs, dont le fonctionnement, dont l'entretien se fait tous les ans depuis 89, des ascenseurs pour le public, il y a 2 foyers. Qui ne sont pas utilisés par le qui sont pas public. utilisés. Voilà. Il y a une grande cage de scène. Non, si, il y a 4 ascenseurs, je t'assure. Il y a les trémies d'ascenseurs. Non, il y a les ascenseurs. Ah ouais. Et donc, il y a ces foyers. Bon, maintenant, en ce moment, c'est la RMN qui a récupéré, mais il y a effectivement des espaces pour faire des loges, etc. Il y a tout ce qu'il faut en plein centre de Paris pour faire. C'est une salle de 1200 places. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage. Alors après, il faut dire que c'est pas si simple que ça non plus pour personne, puisque est passé par là le Covid, est passé un certain nombre de grèves à l'opéra qui ont fait que beaucoup d'argent, puisque l'argent il existait, le projet se passait plutôt bien à l'opéra, notamment c'était respecté, les budgets étaient respectés, étaient respectés, oui, je dirais. En fait, donc, tout allait bien et l'argent était donné par le ministère à l'opéra. Donc, en fait, rien, c'est pour ça, c'est très triste, mais là, c'est ça, le Covid, un an, l'opéra, ça coûte cher, les grèves à répétition, et ce qui fait qu'après, il y a eu des décisions de prise. C'est pas à moi de
de juger ses décisions, évidemment, mais je trouve que là, on a encore fait, quand même, là, c'est une erreur historique. Pour moi, c'est une erreur historique. Mais bon, ça reviendra peut-être, mais on sait très bien que c'est toujours, quand tu remets une machine, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Et donc, la Cité du Théâtre s'est arrêtée, a priori, pour une raison de dépassement de budget uniquement. Oui, bien sûr, oui. Oui, là aussi, en fait, bon, alors, c'est vrai qu'après, on pourra en discuter. Pour stabiliser un projet, peut-être qu'effectivement, il faut assurer le budget et peut-être être plus courageux sur un budget qui était peut-être très limite, hein, puisqu'en fait, difficile, mais ça aurait, bon, voilà, à un moment donné, c'est vrai que quand on dépasse un peu trop le budget, mais enfin, bon, on sait très bien que beaucoup de budgets sont dépassés. Après, il y a des décisions qui sont à prendre au niveau du ministère par rapport à tous les projets qu'ils ont et tous les projets qui dépassent, hein, donc, mais c'est Dont la vrai qu'en fait, Philharmonie, par je exemple. pense que... Hein, Dont la Philharmonie qui a dépassé son Dans la budget, mais là, Philharmonie, c'est ce qui mais tu vois, la Philharmonie, c'est ce que j'ai toujours dit, en fait. La Philharmonie de Paris, là, alors là, quand on parle de maîtrise d'ouvrage, c'est vrai que la Philharmonie, la maîtrise d'ouvrage, c'est une association dont le président était Laurent Bell, qui avait un projet artistique extrêmement intéressant, qui avait effectivement des atouts politiques extrêmement intéressants aussi, qui a fait que même si en 2000, je crois que c'est en 2009, en fait, il y a eu un dépassement, alors qu'en fait, effectivement, le programme financièrement ne correspondait pas au projet, avec un architecte qui n'était pas forcément simple, mais qui a fait un excellent projet. Et donc, en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose, tout le monde dit, oh ben, ça a coûté 380 millions, alors que ça devait coûter 200 ou un truc comme ça. Mais en attendant, si on regarde toutes les philharmonies au monde, c'est la philharmonie qui a une des meilleures acoustiques. La salle est magnifique. C'est celle qui a effectivement, en termes d'espace, entre les 7000, les mètres carrés qu'il y a pour le hall d'exposition, plus les ateliers, etc., qui a le plus de surface. Donc en fait, je trouve que c'est une réussite totale pour moi, ce projet. Donc effectivement, il y a eu un dépassement, mais en fait, on voit bien que finalement, quand il y a un dépassement, enfin, si le dépassement, il y a un dépassement parce que c'était mal calibré, je pense, financièrement au départ. Mais en fait, aujourd'hui, je sais pas, je crois que Luxembourg, c'était 600 millions. Quand il y a eu, je sais plus quel projet... Hambourg, oui, c'est ça. Quand on regarde les philharmonies aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher. Enfin, tout ce qui a été fait, finalement, elle a un prix tout à fait raisonnable. On peut être vraiment fier. Et là, en parlant pour le ministère de la Culture, quand j'y étais, je suis très fier de la Philharmonie. Non, mais c'est vrai. En tous les cas, ça montre qu'effectivement, c'est très difficile de savoir comment on calibre l'opération. C'est-à-dire que si, au départ, on avait dit ce projet va coûter 300 millions d'euros, on l'avait dit d'ailleurs, mais bon, si on avait dit ce projet, est-ce qu'il se serait fait, est-ce qu'il aurait démarré? Le fait de dire que ça coûtait cet argent-là, ça a pu démarrer. Je ne sais pas s'il n'y avait pas effectivement le projet intéressant de Laurent Bell et ses atouts politiques, est-ce que ça aurait été jusqu'au bout? Peut-être pas. C'est vrai qu'en fait, on voit bien qu'il y a un cheminement quand même qui est toujours assez compliqué. Hein. Oui, mais la comparaison entre les deux projets est intéressante, mais on voit bien, c'est ce que tu as dit, que d'un côté, il y avait une maîtrise d'ouvrage extrêmement forte, extrêmement dynamique et volontariste, et que malheureusement, c'était pas le cas à la Cité du Théâtre. Quoi. Enfin, parce que ça c'est comme ça, mais peut-être qu'il aurait fallu porter le projet autrement. Quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, l'idée de cette association, peut-être avec une direction qui était un peu jeune, effectivement, il aurait peut-être fallu quelqu'un de plus politique au niveau de l'association, oui. Qui a eu du temps. Mais ça a été quand même, voilà, à un moment donné, quand ils étaient tous les quatre avec Stéphane, c'était fort. Tous les courriers qu'ils ont fait, tout ça, c'était mais fort. le projet artistique était fort, ça c'est clair, mais moi je trouve qu'il n'a pas su se transformer en une entité forte. Quoi. Oui, je comprends, oui. D'accord. Et justement, dans les projets aussi qui ont évolué, qui ont pas mal évolué, portés par le politique ou pas, tu nous avais parlé de la Maison de la Danse à Lyon. Justement. Alors, ce que j'avais pas compris, c'est qu'au départ, c'était le premier programme qui était... C'est toi qui avais établi le premier programme de la Maison de la Danse? Au niveau des confluences. C'est une aventure très longue, hein, ça aussi. C'est bien... Avec trois projets différents, en fait hein, si on peut regarder. Non 1, 2, 3. Il y a eu un premier projet. On a commencé par faire, à la demande de Dominique Hervieux, qui venait d'être nommé à la Maison de la Danse, un diagnostic et un espèce d'inventaire des besoins que serait une
véritable maison de la danse, et pas une maison de la danse qui était une institution forte, hébergée dans un bâtiment qui était assez inadéquat, on va dire. Et donc, voilà. Donc après, la ville de Lyon s'est emparée de ça. C'est devenu effectivement un projet très politique pour dire il faut bâtir cette nouvelle cité de la danse dans le nouveau quartier Confluence. Ils ont demandé à Herzog et de Meuron, qui étaient les urbanistes de la zone, de vouloir insérer ce projet dans la zone. Eux ont voulu l'insérer dans une tour qu'ils voulaient construire à l'entrée de la ville. Et là, j'ai fait aussi une mission extrêmement périlleuse et compliquée en face d'une agence costaud et renommée, on va dire, pour leur expliquer qu'un IGH et une tour, c'était pas forcément le lieu idéal pour construire des salles de spectacle et des studios de répétition de danse, quoi. Et ça a duré très longtemps parce qu'effectivement, là, il a fallu se battre contre la volonté politique qui était d'inscrire un bâtiment comme ça à l'entrée de la ville. Je ne sais pas si c'est toujours... Hein ? Je peux me permettre, parce que j'étais dans l'équipe d'Herzog et de Meuron à l'époque, j'ai relativement bien suivi le projet. C'est un peu différent. La tour a été abandonnée très vite. Ah oui, mais ça, je parle d'avant, là. Le premier projet avec Herzog et de Meuron était une tour, effectivement, ou quelque chose de très ambitieux. Ça a été ramené à une chose un petit peu moins ambitieuse, en accaparant en plus un bâtiment qui existe actuellement, qui existe toujours, qui est une halle. Et avec le projet de faire une passerelle qui rejoigne le Gerland de l'autre côté, etc. Et donc c'est un projet urbain relativement passionnant. Tout à fait, oui. Relativement passionnant. Et il a été arrêté purement pour des raisons économiques. Tout à fait. Économique, je ne suis pas sûr. On ne va pas dire du mal, il vient d'être enterré ce matin, mais GG, là-dedans, il n'a pas été génial. Oui, et ce dont je parle, Michel, mais ça, je ne conteste pas du tout ce que tu dis. Ce dont je parle, c'est moi, ce que j'ai simplement participé à l'idée qu'ils avaient de mettre ce programme dans cette tour. Oui, tout à fait. Tu vois ? Tout à fait, mais de l'autre côté, je ne trouvais pas ça bien. Ah oui, J'étais d'accord avec toi. Au moins, on est d'accord. Mais tu as fait un projet aussi après de genre Fabrica, justement, à cet endroit-là. Et puis après, effectivement, Gérard, le maire, a eu l'idée samedi matin. Il a emmené Dominique Hervieux au niveau du musée Guimet, l'ancien musée Guimet, ouais. En disant c'est super. Et c'est vrai qu'en fait, c'est là, il faut faire attention à ces travers-là, en fait. Hein. C'est vrai que l'espace, quand on le voit, ça paraît magnifique, etc. Et donc, un peu spécifique, etc. Donc, effectivement, tout de suite, Dominique, elle voulait avoir son lieu, donc elle a accepté. Et puis, elle se disait que pour la danse, ça pouvait être intéressant. Donc, en fait, c'est parti, le concours est passé. Et c'est là où, en fait, c'est important. Et quand on parle de... Il faut quand même un peu de temps pour les projets. C'est le fait de faire un programme et surtout de faire tous les diagnostics qui sont nécessaires, puisqu'en fait, le projet a été arrêté parce qu'il y avait des problèmes acoustiques dont on aurait dû se rendre compte ou de savoir avant l'État, puisqu'en fait, je crois qu'ils en étaient à la consultation des entreprises, en fait, hein, quand ça a été arrêté. Donc, c'est beaucoup d'argent. Donc, effectivement, par rapport à l'origine de la discussion, c'est qu'en fait, moi, j'ai eu différentes missions successives sur ce sujet, mais à chaque fois, c'était pour se battre contre la volonté politique, quoi, en fait. Ouais, donc, voilà, ce qui est pas forcément... comment dire, la volonté politique n'a pas forcément toujours les bonnes idées non plus. Donc. Mais finalement... Aujourd'hui, le projet continue. Oui. Il y a un troisième projet qui a été fait, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? C'est le pire. C'est un outil pour la danse, qui ne sera pas inintéressant. C'est un outil pour les danseurs. On ne fait pas ça et en même temps, on supprime des endroits de répétition pour les hip-hoppers sur l'Opéra de Lyon. Je veux dire, c'est scandaleux.
Oui, je ne connais pas les endroits qu'on a supprimés. Nous allons, Olivia est là, il va falloir s'en intéresser. On va faire une réunion. Bon, on va avancer. Effectivement, il y avait des projets là aussi qui durent et qui n'aboutissent pas, alors qu'ils ont quand même besoin. Et notamment, en fait, on peut parler de 2 CCN, surtout le CCN de Tours, qui, ça fait 20 ans qu'ils essayent d'avoir. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une philharmonie, un Oui, CCN non plus. CCN de Tours, ce n'est pas un projet ni Je regarde très, les dates. voilà, ni très grand, ni très cher, mais ça fait 20 ans qu'ils ont besoin d'un lieu et que ça n'aboutit pas. Alors, Ouais, ça fait depuis, en fait, le CCN, il a été fait dans une zone industrielle, vraiment, c'est un bâtiment industriel avec très bas de plafond et tout ça. Pour la danse, c'est quand même pas top. En 89. Donc effectivement, très vite, il s'est avéré que par rapport aux missions qu'on donne à un centre chorégraphique, ça n'allait pas du tout. Et donc il y a eu un premier projet qui était, c'était sous, comment il s'appelait, Bernardo Monté en fait, qui était dans le c'était le restaurant universitaire de Sanitas. Et donc en fait, bon, le projet, en fait, là aussi, la volonté finalement de faire, et puis ça s'est pas fait. Donc il y a eu, après, ça c'était en 2007, après il y a eu une inspection 2013 qui a mis en face toutes les problématiques et toutes les explications en disant ça ne peut plus fonctionner, ça ne répond même pas au cahier des charges, etc., pour des tas de raisons. Et donc, enfin, un site a été... tout le monde s'est mis d'accord sur un site qui était... qui était le site... quand je dis tout le monde, c'est parce qu'en fait, dans ces cas-là, il y a toujours plusieurs partenaires. Il n'y a pas que la ville, il y a aussi les métropoles, les régions, les départements. Et donc, c'était dans une ZAC, en fait, mais qui est quand même dans Tours. Donc, un projet lancé, un concours programme fait, concours lancé, une architecte qui est retenue, un projet qui convient vraiment très bien à tout le monde, et notamment au CCN, en fait, hein, en plein cœur donc en fait, en plein cœur de ça, il s'est lancé en 2017. Et puis là encore, en fait, hein, on sait bien quand ça a été compliqué, parce qu'entre 2017 et 2023, où on parle aujourd'hui, il y a eu quand même un an de Covid, avec l'inflation, etc. Donc effectivement, consultation des entreprises, et donc il a fallu réduire un peu. Et puis effectivement, l'inflation faisait que ça a dépassé, et donc la ville a décidé, je crois que c'était l'été 22, je crois, en fait, d'arrêter le projet. Enfin, d'arrêter le projet tel qu'il était, et de faire et de recommencer. Et donc, alors qu'en fait, bon, et là, ils arrêtent le projet. Là aussi, c'est parce qu'en fait, là aussi, il y avait eu quand même un changement de municipalité, un peu moins convaincu d'un projet tel que celui-là, peut-être, je ne sais pas. Et parce qu'en fait, ils avaient d'autres impératifs, hein. Je me rappelle qu'on avait discuté, parce qu'en fait, c'était la même somme, leur cuisine centrale dont ils avaient besoin, et le CCN à l'époque. Mais bon, il y a des choix qu'on peut comprendre, hein, au niveau des villes, il n'y a pas que la culture, évidemment. Et donc, en fait, ça aurait pu être relancé de manière un peu simple, en faisant, le programme, il existait, il fallait le réduire, c'est tout. Donc, en fait, non, ils ont relancé un programmiste, un autre programmiste, qui a travaillé. Alors, on perd encore un an, donc on perd encore de l'argent. Le programmiste, il arrive, et puis il se retrouve avec la même somme que la somme de la consultation, avec 30%, presque 30 à 40% de moins de surface. Donc aujourd'hui, on se retrouve où ? En fait, on se retrouve à la case départ, avec un projet qui coûte la même chose, mais qui est beaucoup plus petit, et qui je ne sais pas, en fait, je crois qu'il y a une réponse qui va être faite en début 2024. Pour savoir si effectivement le programmiste va réduire encore, en fait. Alors jusqu'où on réduit ça, après c'est effectivement la question de toute l'ambition d'un projet artistique, hein. Et c'est extrêmement important, et je pense que là, sans doute que du coup on écarte un peu la maîtrise d'usage. Enfin, tu vois, là, oui, c'est un peu triste, parce que je pense que... Alors après, c'est des manques de moyens. Alors qu'est-ce qui doit compenser un peu plus ces moyens ? On sait bien que l'argent, ça se fabrique pas, c'est évident. Mais on voit bien que le fait de perdre autant de temps,
Et là, c'est quand même une problématique quand même de maîtrise d'ouvrage. Quand on perd beaucoup de temps, enfin, le fait qu'on arrive à peu près à la même somme en ayant 30% de surface en moins, ça pose question quand même en fait. Ils n'arriveront pas en fait, ou ils n'arriveront pas ou en ayant un projet plus petit. Ce CCN, donc en fait, c'est compliqué aussi humainement pour l'équipe artistique parce qu'ils sont quand même dans des locaux, comme je le disais, qui depuis 96, depuis 90 ne vont pas. Donc en fait, ça veut dire que ça fait pratiquement 33 ans qu'on attend une solution, qu'on avait pratiquement. Et alors on peut se dire, parce que maintenant, si jamais le projet se fait tout petit, enfin beaucoup plus petit, il se terminera quoi en 2029. Donc je compte même plus. Là, par rapport au premier décision de faire, ça fera 16 ans, 17 ans. Et en plus, déjà qu'effectivement, toute l'ambition artistique est diminuée, qu'est-ce que sera un CCN dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il faut comme équipement? C'est vrai que là, la question quand même se pose, la responsabilité de tout le monde en fait par rapport à ça. C'est vrai que je trouve que c'est un peu douloureux en fait. Mais bon, c'est pas simple. Mais ces projets-là, il y en a eu certainement beaucoup en fait. Le Covid a quand même stoppé pas mal de choses en fait. Mais après, il y a nécessité ou pas nécessité. Oui. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps. On voulait encore parler des projets qui étaient guidés par justement des impératifs sécurité, même si, comme tu disais, il faut toujours que ce soit doublé par l'artistique et le politique. La sécurité tout seul ne suffit pas. Mais là-dessus, on a quand même deux projets assez remarquables, enfin assez intéressants. C'est celui de Chaillot et MC93, en fait, qui justement, quelque chose a fait qu'après 50 ans, Chaillot a pu bénéficier d'une rénovation sur 2 phases, quoi, en fait. En fait, Chaillot, c'est quand même... non. Voilà. Bon, tu vois, d'accord. Moi, je pense que Chaillot, a eu la chance, parce qu'effectivement, ça faisait quand même 50 ans qu'il n'y avait pas eu de... Oui, non, je mets un peu des bémols parce que je ne suis pas sûr qu'il y a ce soit un sujet guidé par la sécurité quand même. Pas par la sécurité, mais par le fonctionnement, c'est-à-dire le fait de créer peut-être le vieillissement de machin. Oui, c'est vrai. Tu avais 50 ans et c'était peut-être... De toute façon, c'est un projet qui n'a jamais trouvé sa maturité. Et bon, on va dire que c'est un projet qui n'a jamais vraiment marché, quoi. Et peut-être qu'il était trop en avance sur son temps, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà. Mais... Non, c'est pas, sécurité, c'est pas vraiment le bon mot pour ça, mais c'est une question de fonctionnalité, une remise en question, de remise à niveau. Ça devenait quand même un peu dangereux. En sécurité. Oui, c'est pas. Mais c'est vrai qu'en fait, je crois en plus de moins en moins qu'il y a certainement eu une époque où on a mis en avant beaucoup la sécurité. Je pense que c'est de moins en moins vrai, mais bon. C'est un prétexte souvent pour faire lancer aussi. Oui, mais s'il n'y a pas le reste, ça ne marche pas non plus, quoi. Enfin... Oui, mais c'est vrai qu'en fait, ça faisait, tu vois, il y a eu comme des réclamations, je sais plus, c'était, il y a eu Savary, il y a eu Strelay, tout ça, qui ont réclamé que ce théâtre soit restauré. Notamment d'ailleurs la salle Gémier, qui fonctionnait quand même difficilement. Et là encore, je pense que c'est quand on parle toujours de planètes ou d'éléments, c'est vrai qu'en fait, à partir du moment où la ministre a décidé que ça deviendrait le théâtre national de la danse, en fait, théâtre national de la danse, oui, de Chaillot, mais en fait, ça a déclenché une expertise qui a démontré tous les problèmes de fonctionnalité, effectivement pas simplement sécuritaire, mais aussi technique, etc., qui a fait que il y a eu je crois que c'est en 2011, en fait, il y a eu un programme qui a été réalisé en fait avec un schéma directeur qui a été donné en disant 2 ou 3 phases, et la première phase s'est faite de manière assez rapide, enfin au niveau de la consultation. Je ne sais pas si on ferait, parce que c'était une consultation plutôt sur référence et moyens, donc effectivement avec un architecte qui a eu de bonnes idées avec cette salle Gémier, qui a quand même été transformée complètement, et puis cet accès, parce qu'en fait il y avait quand même problématique, la problématique des accès, la manière dont les techniciens fonctionnaient entre l'extérieur et l'intérieur. Enfin, c'était quand même extrêmement dangereux. Là, pour le coup, c'était vraiment un problème de sécurité. Donc, ce noyau qui a été fait, c'était bien. Ça a été donc en fait inauguré en 2017. Et après, la seconde phase, parce qu'il y avait 2 phases normalement, moi je me suis dit, elle va jamais se faire, parce qu'en fait, 20 millions, l'État, parce que là, c'était un projet où l'État donne 100% d'argent.
Et en fait, là encore, c'est un peu là pour le coup, c'est le Covid, tu vois, comme quoi, quelquefois, c'est le plan de relance qui fait qu'en fait, l'appel à projet, le théâtre gagne. Et donc arrive à avoir 8 millions d'euros. Et donc là, ça a été l'élément déclencheur en disant, ben voilà, il y a 8 millions d'euros, donc en fait, on fait la seconde phase, qui est la salle Villard, parce qu'en fait, on refait complètement la salle Villard. Ce qu'on n'aurait jamais fait, parce qu'en fait, on en discutait, et je pense que moi, je ne voyais même pas ce projet sortir avant 15-20 ans, quoi. Mais il y a cet élément-là qui fait que, il y a cet élément-là, et puis quand tu parles de maîtrise d'ouvrage, il y a le fait qu'effectivement, c'est le théâtre qui a pris la maîtrise d'ouvrage, avec effectivement, en se structurant pour le faire, avec des AMO, de bons AMO, et donc, alors le fait qu'ils aient gagné cet appel à projet, c'est un problématique, parce qu'il fallait faire conception, réalisation, et ça, c'est une catastrophe, parce que là, pour le coup, les 7 millions, je pense qu'on va les perdre autrement. Mais bon, ça a permis de déclencher les choses. Donc effectivement, quelquefois, de faire. Et maintenant, ça paraît difficile de ne plus faire, quoi. Maintenant, vous avez arrêté la Cité du Théâtre pour pouvoir le faire maintenant. Tout va bien. Je pense qu'on a arrêté la Cité du Théâtre pour finaliser Villers-Cotterêts. Ah oui, ça c'est une autre question. Bon. Malheureusement. On peut encore continuer avec énormément d'exemples, mais si on veut donner aussi la Oui. parole à la salle pour des réactions, pas forcément pour des questions, mais pour des réactions, quelques minutes. Non, juste pour Chaillot, pour y avoir travaillé assez longtemps. En fait, c'est le coût de fonctionnement de Chaillot qui est énorme. Oui. Félix le soulignait, pour amener les décors de la rue, il y avait un chariot. Ah oui, c'était terrible. C'est comme un chariot de la mine et qui descendait de 22 mètres pour arriver au plateau. Ouais. Et l'ensemble de la salle était modulable avec de l'air comprimé, mais la ville de Paris ne fournit plus d'air comprimé depuis 30 ans. Donc la salle était immodulable. Ouais. Et faire arriver un décor, une structure sur le plateau, ça demande C'était l'enfer. c'est 30 à 40 machinistes pour faire fonctionner le lieu. Le cintre était manuel sur 2 passerelles, cour-jardin. Enfin, c'était vraiment un site ingérable. La salle Gémier, pour accéder au grill, il y avait un trou qui avait été fait dans le béton. Et il fallait passer à 4 pattes pour arriver. Enfin, voilà, c'était... Non, il y avait vraiment des problèmes. Donc c'était un vrai problème de fonctionnement plus que de sécurité, puisque comme tous les lieux, Félix le dit, maintenant on a des contrôles réglementaires tous les ans, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter trop là-dessus, mais c'était vraiment un coût de fonctionnement énorme, vraiment énorme. Enfin, j'espère que le nouveau projet va permettre de faire rentrer de la lumière du jour. Ouais. Vous voyez une semaine de vacances en plus. Il y a une prime d'oxygénation, si mes souvenirs sont bons. Une semaine d'oxygénation. Voilà. C'est le seul théâtre qui sort, hein, quand même. Mais il y a un peu de lumière qui va rentrer dans la salle, normalement, de la nouvelle salle de danse, de répétition de danse, qui se retrouve en dessous des gradins, quoi, à la place des gradins. Il y a un grand foyer assez. Oui, oui, il y a un beau foyer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? Si on n'a pas, on peut continuer juste avec le dernier, parce que celui-là est intéressant, celui de MC 93, parce que là, pour le coup, c'est pour la sécurité. Et après, on pourra... La MC conclure. 93, oui, c'était effectivement une question de... Là, pour le coup, c'est la sécurité, parce qu'ils allaient fermer. Ils allaient, effectivement, il y avait un arrêté de fermeture pour 2014, en fait. Hein. Donc, c'est vrai que la MC 93, il y avait une nécessité de faire rapidement des travaux de sécurité. Et il s'avère qu'en fait, c'est quand même, là pour le coup, c'est une histoire un peu compliquée, parce que le théâtre appartenait, et c'est important pour la suite en fait, le théâtre appartenait au département. Et puis le département, pour des raisons, a donné pour 1 euro à la ville. Donc en fait, c'est la ville qui devenait maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas toujours simple. Ce qui n'était pas simple d'ailleurs, en fait. Et donc, en fait, ce projet d'urgence se fait. Je pense que là, pour le coup, la maîtrise d'ouvrage n'était pas correcte, pas suffisamment capée. Donc, en fait, ils font un projet sur référence et moyens, en fait. Hein. C'est le projet qui coûte pas cher, en fait, hein, puisqu'en fait, les architectes sont pas, mais en fait, il n'y a pas non plus. Et donc là les partenaires, hein, puisqu'en fait, je crois que tout le monde finançait à un montant équivalent, donc chacun avait son mot à dire. Il dit à la ville, notamment le département, mais vous vous y prenez vraiment très mal parce que vous auriez dû faire un programme détaillé, etc. Mais en fait, ils disent, bah oui, mais si on fait le programme, ça veut dire que c'est un an de plus, etc. Mais on se rend bien compte qu'après, c'est souvent nécessaire. Il s'avère que c'est Vincent Brossy qui a remporté, je dirais, cet appel à projet référence et moyens. Et Vincent, avec
avec son. Sinon, c'était un bon architecte, enfin, qui a su gérer en tous les cas les espaces et optimiser tous ces espaces. Bon, mais ça a été extrêmement compliqué et c'est là où en fait il faut absolument que la maîtrise d'ouvrage apprenne à s'entourer d'AMO, etc. Parce qu'en fait très vite, d'abord l'ambiance était pas très bonne. Très vite, il y a eu des problématiques de diagnostic qui n'étaient pas faits. Donc là aussi, c'est un risque pour le projet constamment. Le plomb, l'amiante, enfin les entreprises travaillaient. Alors c'est vrai que là encore, l'arrivée d'Hortense, qui est arrivée, Hortense elle est Archambault. arrivée Hortense Archambault, elle est arrivée juste avant le début du chantier, donc elle n'a pas pu changer grand-chose, mais elle a quand même dit son mot. Mais ceci étant dit, elle a été vraiment l'élément, comment dirais-je, en fait, elle a été le lien, la passerelle entre les différents, entre l'État, le département, la ville et la région, pour qu'effectivement tout le monde se mette quand même un peu d'accord financièrement quand il y avait un problème. Elle a vraiment, là pour le coup, peut-être que c'est l'expérience de la Fabrica, en tous les cas, elle a permis à ce projet de se finaliser, alors qu'en fait il y avait vraiment beaucoup d'incompétences, de difficultés, et c'est là où, effectivement, le fait qu'elle avait son projet artistique qu'elle voulait absolument développer, mais elle a été sur le pont dès le départ, et elle a permis on va dire, de lisser un peu toutes les problématiques, les rancœurs des uns et des autres. Enfin, c'était important, oui. Ça aurait pu. D'où le rôle de la directrice. Le rôle, effectivement, de c'est ces directions, quelquefois, est fondamental. Ouais, tout à fait. Merci. Donc là, on est juste 1 heure. Donc on peut. Félix, tu veux conclure sur. C'est un peu la surprise. Je ne t'avais pas prévenu, mais. Quelle responsabilité. Je n'ai pas prévu de conclusion, mais on sait que chaque projet a son aventure, ça déjà. Non, mais oui, effectivement, tu disais au début, tu rappelais ce que je disais, qu'effectivement, c'est une aventure qui a des écueils fréquents. Donc, oui, on a parlé d'une moyenne d'une dizaine d'années pour monter un projet. C'est une moyenne. Et dans ces 10 ans, il y a au moins 5 étapes cruciales qui sont toujours des remises en question où le projet joue sa survie, quoi. Donc ça, on s'en rend pas souvent compte, mais c'est extrêmement important de se dire qu'à chaque fois, il faut passer une étape qui est extrêmement importante. Et puis, je redis, moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut toujours les 3 pattes pour avancer, quoi. Et donc, sans la volonté politique, la volonté artistique et la qualité de la maîtrise d'ouvrage, on l'a rappelé là, et là, c'est le sujet sur la MC 93, j'aimerais bien qu'on en parle ailleurs qu'ici. Parce que moi, je trouve que c'est quand même pas un bon projet, malgré toute la qualité que Hortense a pu y mettre, mais elle ne pouvait certainement pas y faire grand-chose. Voilà. Elle est arrivée, le chantier commençait. Oui, c'est ça, certainement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait refaire beaucoup de choses, quoi. Oui, non, je suis sûrement. Dont le grec de la grande salle. Je dis ça pour Olivia. Ok. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir éclairés un petit peu sur ces oui, c'est encore une fois le montage, la complexité des montages de projets culturels, et on voit que ça n'ira pas forcément simplifiant parce que on avait dit en fait des couches administratives commencent à s'accumuler et ça va être de plus en plus long. Les tableaux Excel se multiplient, et moi j'ai toujours un peu une pensée quand même pour les architectes qui font des concours et qui à chaque fois le projet est arrêté. Parce que là aussi, c'est du temps, c'est de la créativité, c'est de l'argent, et qu'à chaque fois, le projet est arrêté parce que c'est vrai qu'on oublie, des politiques. En fait, on oublie un peu aussi cette quand étape. Il y a des articles, des ouvertures, parce qu'en fait, comme je regardais, je cherchais les dates et je regardais les ouvertures, et je me suis rendu compte que finalement, beaucoup de journaux ne parlaient pas de l'architecte. Parlaient de l'inauguration, éventuellement mais jamais de l'architecte. Alors qu'en réalité, l'architecte, c'est quand même grâce à lui si le projet est sorti. Quoi. Voilà. Okay. Il y a une époque où on mettait le nom des architectes sur les façades quand même. Hein. Ça n'existe plus, ça. Maintenant, on met le nom du maire.
Non, et du directeur le théâtre de la ville, il n'y a que le nom du directeur du théâtre. Ça, c'est Pas une le nom question, des question de personnalité, ça. Voilà, merci beaucoup.